Salut à tous, épisode 26 avec la Scuderia Ferrari. On est bien lotis, on est toujours en période de classique, même si l'épisode va démarrer avec un tour du Pays Basque sur lequel on a aligné Alberto Contador. Et oui, Vincenzo Nibali, je vous le rappelle, est blessé. Et puis je vous parlerai un petit peu plus tard de la Flèche wallonne et de Liège. Allez, on démarre. Profil 2017 du Tour du Pays Basque. C'est le même profil, par exemple, que celui que j'ai joué assez récemment dans la partie avec la Deceuninck Quick Step. Voilà, c'est le même parcours. Je promets qu'à l'avenir, je changerai, parce que c'est toujours bien d'avoir un peu de variété. Voilà, j'ai pris celui-là. Allez, c'est parti. Contador. Du haut de ses 4 victoires sur le Tour du Pays Basque, va essayer d'en viser une 5ème. J'ai emmené, au dernier moment, Bonifacio, parce que quand j'ai regardé un petit peu les profils, je me suis dit, mais en fait, il y a plusieurs étapes que Bonifacio est en mesure d'aller éventuellement chercher, alors que si je ne l'emmène pas, je me retrouvais au final sans sprinter pour venir contester ces étapes-là, et c'est un peu dommage, c'est un peu même ennuyeux quoi. De ce fait, regardez, celle-là elle est pas belle, franchement. Il vient sauter à la Philippe sur la ligne. Alors là c'est vraiment chance maximale, parce que on partait de loin, on était un petit peu mal emmené, voire mal placé, et tel un boulet de canon, Nicolo Bonifacio vient chercher cette première étape. La police est un peu différente de d'habitude là dans ce que vous voyez, parce qu'en fait j'ai joué les 2 premières étapes, je les ai jouées en mode fenêtré, et du coup au moment de la voilà, au moment d'afficher comme ça les bilans ou les annonces d'étapes, c'est pas finalement exactement pareil. Voilà. Valgren est échappé dans cette étape 2, mais Michael Valgren va se faire reprendre, et on va essayer, nous, d'emmener tout ce petit monde tranquillement là où on a envie d'aller. En fait, Contador, il se repose pendant les premières étapes, il est là, tranquille. Il sait que ça se jouera pas maintenant. Ça se jouera pas maintenant pour lui, ça se jouera dès lors que le terrain va évidemment s'élever. Et puis il y a aussi un fameux contre-la-montre à la dernière étape, la 6ème. Alors là, tiens, on s'est fait damer le pion par Chimolai. Voilà, très bien. Comme ça, on gagne pas tout le temps, c'est bien. Bonne chose. Gasparotto, bon comportement. Gasparotto, là, il est en préparation pour les Ardennaises, où Gasparotto sera un de nos éléments qui peut au minimum aider Sagan et Moscon sur l'Amstel. Et après, pour ce qui est de la Flèche et de Liège, on en reparlera, mais au moins pour ce qui est de la Flèche, Gasparotto il peut avoir un vrai rôle, parce que le terrain il est éventuellement pour lui. Alors l'occasion aussi de dire un petit mot là sur le Tour du Pays Basque auquel on assiste ces derniers jours là dans la vie réelle, où il y a un Maximilian Schachmann énormissime. Il est énorme. On a eu, au moment où je parle, on est au soir de la 4ème étape. Il en a gagné 3 sur 4. C'est énorme. Après, rien ne garantit réellement qu'il ira jusqu'au bout, mais quelque chose me dit que ce Schachmann, il va falloir compter avec lui sur les Ardennaises, parce que vu la forme qui est la sienne, le mec il a vraiment quelque chose à espérer sur l'une des 3. Faudra pas le négliger, Schachmann. Alors ensuite, étape 3, là c'est vraiment un final dans lequel les punchers se sont éclatés. On a Kwiatkowski qui vient comme ça damer le pion sur la ligne, décidément, dans ce tour
du Pays Basque, ça n'arrête pas de sauter les mecs sur la ligne. Voilà. Donc, étape 3, mais en fait, regardez, il n'y a aucune bonification. Donc au final, il y a plus d'une vingtaine de coureurs à ce stade-là qui sont dans le même temps, tout simplement. Et on aborde une étape 4 qui, très très honnêtement, là encore, ne se profile pas vraiment différemment, puisqu'il y a certes une grosse difficulté là dans le final, mais derrière cette difficulté-là, bah, il y a encore la promesse d'une lutte entre punchers, hein, on a envie de dire, une lutte entre punchers pour aller s'imposer dans un sprint. Hein, c'est en tout cas ce qu'on peut éventuellement projeter. Moi j'ai tenté un truc avec Alessandro De Marchi, qui avait un peu de retard au général, et qui du coup n'était plus une menace pour l'IA. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas réussir à rejoindre l'échappée? Et puis après, on connaît les qualités de finisseur, hein, de De Marchi. Hein. C'est quelqu'un qui, avec sa capacité à terminer seul, hein, vraiment rentre dans la catégorie des, on va dire, des punchers, grimpeurs, baroudeurs. Voilà. Un petit peu spécial comme statut, mais je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est notamment grâce à ces qualités-là qu'il avait remporté 3 étapes sur le Giro l'année précédente. Et puis j'ai tenté encore un petit peu d'allumer une mèche avec Alberto Contador dans la descente et puis sur la fin de la montée aussi qui avait précédé, mais c'est dommage, regardez à ce moment-là, Tim Wellens il refuse de collaborer. C'est quand, voilà, c'est exactement ici, Alberto Contador a fait tout le boulot, et Wellens il s'arrête, tranquille. Et du coup, forcément, bah oui, on a un Primoz Roglic qui démarre, et qui va aller conclure. Il va aller conclure. Au nez à la barbe d'un Alaphilippe auquel, décidément, les victoires d'étape semblent échapper, même s'il est porteur du maillot de leader, mais il n'a pas encore réussi à en claquer une sur ce Tour du Pays Basque. Et il est leader en fait parce que ça se joue ensuite au niveau des places. Voilà, ils regardent, ils font un classement en fonction des places. C'est assez rigolo la manière dont c'est fait. Toujours pas de bonif, ne vous inquiétez pas, il va y en avoir une de bonification, et même donc 3 hein, pour les 3 premiers. Eh bien, lors de l'étape 5, étape Rennes, hein, on peut le dire, étape Rennes avec arrivée au sommet, ou en tout cas, il y a un tout petit replat, une mini descente qui suit un sommet, donc c'est presque une arrivée au sommet, ça peut être considéré comme tel. Et en plus, il fait un temps, bah, on sait qu'au Pays Basque, c'est pas forcément rare qu'il fasse comme ça un temps pluvieux. Hein. Bon, ok. Un mot là encore par rapport à ce qu'on a vu les derniers jours, avec cette chute hein, totalement flippante hein, dans un premier temps pour Julien Alaphilippe, qui au final se sera retiré le matin de la 4e étape, sera retiré de la course, et dont on espère, moi, en tant que simplement, sans aller dans la notion de franchouillard, etc., oh bah, tout simplement pour l'intérêt des courses qui vont venir, l'intérêt des Ardennaises, et puis pour l'intérêt du coureur, quoi, hein, qui sera pas amoindri par une blessure qu'il aurait éventuellement contractée sur cette chute assez massive, hein, à 7 km, je crois aussi, sur 7 km de l'arrivée de l'étape 3, avec Kwiatkowski, avec Mas aussi, qui hypothèque quelque part un petit peu ses chances au général, même si on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un renversement, même si les Borans grosses quand même vachement présents à l'avant du classement, donc ce sera quand même difficile que ça leur échappe. Hein. Très bonne équipe alignée par la Borans Grohe hein, sur ce tour du Pays Basque. Et puis nous, bah, on essaye de faire la diff avec Contador. Il y a Roglic là qui revient pas mal du tout. Même on peut inclure également Bardet qui n'est pas si loin à la Philippe. Vous avez là Yates. Et ça va se jouer tout ça. Comment? Ah ben ça va se jouer au sprint entre tous ces hommes-là.
Alors, est-ce que Alaphilippe va enfin aller en chercher une? Eh ben non. Eh ben non. Ben non, ben non. Non, non, victoire de Yates devant Roglic et Romain Bardet. Donc, ben écoutez, étonnant, étonnant tout ça, parce que Yates, je veux bien sur la finition, mais à la limite, Roglic et Bardet sont pas forcément plus vite que Alaphilippe. Donc, décidément, pauvre Julien, il perd le maillot. Et puis nous, on se retrouve à 20 secondes au matin d'un contre-la-montre, quand même de 26 km. Il est intéressant ce contre-la-montre, parce que au final, il y a une différence à faire. Alors pour moi, je vois deux différences à faire sur deux endroits du parcours. Le premier endroit, et c'est pour ça que j'ai testé avec un Navarro, avec un Demarchi, etc. La première différence à faire sur ce parcours, elle est évidemment dans la montée du départ. Voilà, parce qu'il y a des pourcentages qui sont assez élevés par endroit. On tutoie le 9-10% sur certains passages, sinon c'est du 7-8 mais à l'aise quoi. Et du coup, un grimpeur peut faire quelque chose. Alors on voit que Contador n'a pas du tout le meilleur temps sur cette première partie en fait, hein, qui pourtant semblait un petit peu tracée pour lui. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a, et j'en parle, donc je l'évoquais juste avant, une deuxième manière d'essayer de performer sur ce contre-la-montre, c'est d'économiser de l'énergie. Ça vous explique pourquoi Contador, je ne l'ai pas fait partir à fond. J'ai l'impression que, de toute façon, sur Pro Cycling Manager 2018, une clé pour performer en contre-la-montre individuelle, bon, évidemment, si votre mec il a 65 et qu'il est face à des mecs qui ont 80, il n'y aura pas de miracle. Hein. Mais une clé lorsque les différences sont pas énormes entre les coureurs, et puis on avait pu voir ça sur le Giro avec la De Koenig, là, que j'ai sorti récemment, c'est d'économiser les forces en fait. Et de ne pas hésiter à partir assez doucement ou assez normalement, je dirais, pour essayer de terminer très fort. Et à ce stade-là, moi, je me pose la question. Je me dis, attends, il y a 21 secondes. Qu'est-ce qu'il y a comme écart avec Roglic? Désolé, ça, mon image a été absolument immonde à cet endroit-là, presque inexploitable. Et ouais, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que Roglic va arriver 21 secondes derrière Contador, qui va se retrouver ainsi vainqueur totalement surprise de ce tour du Pays Basque, où il y a des passages parfois où mon enregistreur il pète un plomb, et à ces moments-là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il vaut mieux avoir une image, fut-elle un poil saccadée, plutôt que pas d'image du tout, me semble-t-il. Et là, c'est totalement indépendant de ma volonté. Donc Alberto Contador va chercher, mais alors pour une poignée de secondes, 1, 4, 6, c'est énorme comme c'est serré. J'avais jamais vu un Tour du Pays Basque qui terminait de manière aussi serré. Donc voilà, Contador va chercher un petit peu de manière chanceuse hein, ce Tour du Pays Basque, mais n'empêche que derrière la Catalogne, il nous prend le Pays Basque, il est maître en Espagne, El Pistolero. Alors, Paris-Roubaix, pas une mince affaire. Pas une mince affaire du tout. Profil on ne peut plus intéressant, avec des secteurs clés là que je vous ai fait apparaître à l'écran. Ça démarre pas très bien. Peter Sagan a chuté, et au final, ben, il n'y a pas beaucoup d'autres favoris qui ont chuté avec lui, quoi. Donc il va falloir rentrer sur l'avant. Alors il va rentrer, mais peut-être que quelque part il est tombé au meilleur moment, c'est-à-dire que on n'était pas encore, on n'était pas encore passé à la trouée d'Arambert. On était encore dans une période un moment de la course où, allez, grosso modo, il n'y a pas encore vraiment une lutte entre favoris, donc il est tombé au bon moment, mais il a quand même sacrifié un peu de barre. Bon, après, il la récupère vite, hein, c'est Peter Sagan, hein. Mais bon, j'étais presque déjà un petit peu à me demander si j'allais pas reporter mes espoirs
sur Gianni Moscone au moment où Sagan évidemment se casse la gueule et prend un retard qui lui coûte de l'énergie. Après, on est un petit peu en gestion. On a la chance d'avoir un Marcato qui accompagne un certain temps, je dirais, ces deux leaders. En l'occurrence, là, il a fait le boulot aussi avec Peter Sagan. Et au moment où on va rentrer, on n'y est pas encore, mais on est quand même là sur un secteur à 4 étoiles. On va arriver bientôt à Mont-Saint-Pével. La course n'est pas très très loin de commencer à se jouer maintenant. Hein. Très clairement, je fais bosser Sagan parce que je veux pas que Moscone travaille trop tôt et je sais que Sagan il a la possibilité de récupérer beaucoup de barres. C'est assez fabuleux en fait. Il est, euh, il est incroyable. Et par contre, voilà, après dans un deuxième temps, je vais faire bosser Moscone parce que mine de rien, il y a des offensives. Hein. Là-bas, tout là-bas, on aperçoit Matteo Trentin qui a attaqué. Mais là encore, on n'est pas inquiet quand on connaît un petit peu le jeu. Sur Paris-Roubaix, un mec qui sort à 30 bornes de l'arrivée et qui termine seul, j'en ai pas vu. Hein. J'en ai pas vu, et à la limite, le seul qui aurait pu faire ça dans une partie, c'est éventuellement Peter Sagan. Quoi. Donc, euh, pas d'inquiétude majeure. D'ailleurs, voilà, Trentin va être probablement repris, même si vous avez vu, il y a quand même une certaine résistance. Hein. Une certaine résistance. Ensuite, on a eu l'attaque de nombreux favoris, tout simplement. Vous avez là une accélération significative qui me pousse aussi à demander à Moscone d'attaquer. Évidemment, sur pavé, il n'y a pas la cinématique où le mec se met en danseuse pour attaquer. Hein. Ils attaquent, c'est tout à fait bien vu de la part du jeu. Hein. Ils attaquent assis. Hein. Et donc là, Moscone il est un peu en train de tout donner pour surtout que Sagan n'ait pas besoin de se consommer pour évidemment répondre aux attaques des uns et des autres. Arnaud Desmar qui arrive lancé comme un frelon qui place une attaque mais sensationnelle. Allez, on a encore un trou à boucher. Encore un trou à boucher avec Gianni Moscone. Il commence à un petit peu se fatiguer, hein, Gianni. Hein. Eh ouais, on a compris quels sont les rapports de force dans l'équipe là. Hein, le choix il a été fait. Hein. À partir du moment où on en est à avoir fait beaucoup travailler Moscone à ce stade-là de la course, et on arrive au carrefour de l'arbre. Et le carrefour de l'arbre, c'est le moment où Peter Sagan va prendre les choses en main. Peter Sagan a dit « Ok, merci Gianni, on va y aller, et puis je vais essayer de mettre une pression maximale à tout le monde. » Vous avez vu comme la barre, elle descend vite, c'est énorme en fait. Difficulté de ce secteur, c'est assez incroyable. Ça sort à 4. Et en fait, ça sort pas à 4. Tout de suite après, Edward Tuns a placé une offensive. Waouh. Pour être franche, je regrette pas d'avoir misé sur le bon cheval entre guillemets, parce qu'en fait j'avais fait prendre la roue de Tuns par Sagan. Alors après c'est bon, hein, une fois que il y a un petit écart qui s'est fait, j'accepte de rouler par contre, parce que je me dis que s'il y a un coup à jouer pour arriver à 2, il faut pas se gêner. Regardez, à peine on a pris notre relais, attaque de Tuns de nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, à part un petit moment de repos dans notre roue, le mec a enchaîné 2 attaques, mais vraiment tranchantes quoi. Qu'est-ce que ça nous inspire ça? Quand on a 1 minute, on est à 2, 1 minute d'avance avec quelqu'un en notre compagnie qui vient de placer successivement 2 attaques avec finalement assez peu de repos. Il a pris, il a pioché, hein, il a pioché manifestement Tuns. Bon il y a une contre-attaque à lancer hein, de manière totalement évidente. Il faut surtout pas hésiter là-dessus. Donc contre-attaque de Sagan. Où en est Tuns? C'est la question. Qu'est-ce qu'il a évidemment comme capacité de réaction? Ok, c'est mort. Donc on n'a plus qu'à gérer notre effort. En plus, derrière, ça ne semble pas en mesure de revenir.
Donc Sagan va aller chercher Paris-Roubaix. Voilà. Après Milan-San Remo, après le Tour des Flandres, victoire de Peter Sagan sur ce Paris-Roubaix. Je vous rappelle qu'il ne l'avait pas gagné dans la partie. Il n'avait jamais gagné à Paris-Roubaix. Donc on a réparé une forme d'erreur ou d'injustice par ce biais-là. Voilà, Gianni Moscon va faire 11 parce qu'au sprint il lui restait plus rien et que de toute façon l'accessite n'a pas grande valeur. Vous avez vu, il y a 11 hommes. Et ensuite, Nils Politt qui est 12ème à Wout van Aert, etc. 4,49 de retard. En gros, vraiment totalement lâché, quoi. Lâché. Alors, puisqu'on est vraiment à la veille de Paris-Roubaix, là, moi je parle jeudi soir, 12 avril. On a Paris-Roubaix dans 3 jours. Je vais vous en reparler, bien évidemment, mais cette vidéo, elle sera sortie avant Paris-Roubaix. Qu'est-ce qu'on peut en conclure dans Pro Cycling Manager par rapport à Paris-Roubaix? Ben, je commence à pouvoir dire que ouais, j'ai plus ou moins compris comment gagner. Évidemment, c'est plus facile avec Peter Sagan qu'avec d'autres, hein, mais je pense pouvoir quand même dire 2-3 trucs. Alors, déjà, ce qu'il faut impérativement, c'est avoir une forme de chance. Une forme de chance qui fait que vous n'allez pas crever, bah tiens, à ce moment-là, là, par exemple, là, maintenant, là. Une crevaison sur le secteur pavé précédent où celui-là aurait été totalement rédhibitoire. Ça, c'est un truc. Une chute aussi. Mais au-delà du facteur chance qui forcément existe, hein, il y a quand même très clairement l'IA qui commence à, donc là en difficulté extrême, hein, je suis, hein, je vous avoue que je me souviens plus très bien de ce que fait l'IA en mode de difficulté difficile, parce que ça fait un petit peu trop longtemps maintenant que j'ai changé de crèmerie. Mais je dirais qu'il y a Mont-San Pével. À partir du moment où on n'a pas de problème de chute, pas de problème de crevaison, il y a Mont-San Pével sur lequel il y a une accélération quand même des favoris. Et il y a ensuite, bah oui, clairement, beaucoup de choses se jouent dans le carrefour de l'arbre. Et à ce moment-là, bah, il faut essayer de prendre la bonne attaque, en fait, de prendre la roue de la bonne attaque, parce qu'on ne peut pas répliquer à tout. En tout cas, on peut pas attaquer pour reprendre du terrain qu'on aurait perdu euh, plusieurs fois, parce que sinon on va être totalement vidé au niveau de la barre et on pourra pas du tout envisager la victoire. Donc, je pense que le truc, c'est vraiment d'arriver à, à prendre le bon coup. À prendre le bon coup, je dirais à hauteur du carrefour de l'arbre. C'est vraiment pour moi là-dessus que ça se joue, voilà. Donc Paris-Roubaix pour Sagan, très bien. Et puis la course suivante que je vais vous montrer parce que j'ai fait l'impasse sur la Flèche Brabançonne cette année. Je ne suis pas allé là-bas. Vraiment concentré sur des objectifs assez ciblés. On est assez World Tour hein, dans cette partie avec Ferrari, surtout qu'une équipe italienne, qu'est-ce qu'elle en a à battre d'aller. J'avais aussi zappé le Grand Prix de l'Escaut, j'avais aussi. Voilà, je fais des petites impasses qui correspondent au fait qu'on n'est pas une équipe belge, hein, donc il n'y a pas besoin d'aller partout en Belgique. Alors, euh, par contre, l'Amstel Gold Race, c'est un rendez-vous impératif pour nous avec ce parcours 2018. Hein, j'ai pris le parcours 2018 du jeu, donc celui qui ressemble beaucoup à à la vraie Amstel qui va être couru dans pas si longtemps que ça au final, hein, dans un petit peu plus d'une semaine, hein, puisque Amstel Gold Race c'est une semaine après Paris-Roubaix. Il y a le Coberg qui est présent, mais n'empêche que le Coberg n'est plus le juge de paix comme il a pu l'être par le passé. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, à partir de là, on a un final qui permet, et c'est d'ailleurs un petit point commun avec ce que je disais sur Paris-Roubaix juste avant, un final qui permet à plusieurs types d'hommes de s'imposer.
Ça peut évidemment être je dirais un sprinter puncher. Je me souviens d'un Michael Matthews une fois qui avait fait deuxième, pas avec moi. Hein. Deuxième, il était dans nos opposants à ce moment-là. Évidemment, il y a un monstre absolu, c'est Julien Alaphilippe, puisque il représente le punch absolu. Et il y a souvent pas grand-chose à faire quand il commence à être, je dirais, bien géré par l'IA. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. Et qui fait pas d'attaque totalement intempestive. Et puis voilà, il y a Kwiatkowski, il y a... Bon, on le sait, hein, on le sait tout ça. Tim Wellens, bien sûr. Et puis en fait, moi, ce que je me suis dit sur cette Amstel, et là, je vous ai amené une pastille anti-spoil parce que j'ai eu de nouveau un problème d'image. J'avais plus rien entre l'attaque là que vous avez vu et l'arrivée, et on se demande quand même ce qui peut se passer parce qu'on sait que une attaque à cet endroit-là, elle n'est pas nécessairement une attaque qui va au bout. Hein. On sait pas. Hein. On sait pas du tout. Ben, en l'occurrence, ils ont mis peut-être un petit peu de temps à réagir. J'ai fait beaucoup travailler Sagan à un moment donné. Et puis celle-là, elle était pour Gianni Moscon, très clairement. Voilà. En fait, toute la barre que vous voyez récupérée par Sagan, qui vient chercher une deuxième place calée dans la roue, toute cette barre-là, elle a été uniquement récupérée en étant dans la roue de Moscon. Mais il était à 0 au moment où je change entre guillemets où je change de mec qui roule quoi, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, victoire de Gianni Moscon, un prêté pour un rendu. Hein. C'est un chassé-croisé entre les deux. Hein, depuis que les classiques ont démarré, on n'a pas beaucoup attendu puisque dès le Head Folk, le home loop, hein, dès cette course-là, on avait eu victoire de Sagan et puis le lendemain victoire à Kurn de Gianni Moscon et puis après au niveau des Strade Bianche, on se souvient que la victoire était pas très facile à obtenir. Le Sagan va la chercher, mais il n'y a pas une marge infinie. Hein. Derrière, bon bah, ok, sur Tirreno, on sait ce qui s'est passé. On sait qu'il y a eu Sagan qui a réussi à prendre 2 victoires d'étape, ce qui est pas mal, avec le petit malheur pour Nibali, et au final Moscon qui va chercher un top 3. Bon, ok, au général, donc c'est quand même plutôt pas trop mal. Après Milan-San Remo pour Sagan, après 3 jours pardon, de Bruges-La-Panne, puis GPE3, ça c'était Gianni Moscon qui se les pris. Et puis ensuite, bah écoutez, Gand-Wevelgem, Tour des Flandres, Paris-Roubaix pour Sagan, et en contrepartie, quand même, un petit à travers la Flandre et Amstel Gold Race pour Moscon. Voilà. Du coup, bonne entente au sein de l'équipe, super ambiance. Vous voyez, Sagan qui travaille pour Moscon parce qu'il a déjà été repu de succès. Alors, il va falloir après voir ce qu'on fait du côté de Liège, parce que en fait, pour la flèche wallonne, là par contre, la flèche wallonne, j'y vais vraiment en outsider, hein, parce que je me doute bien que ce sera vraiment trop difficile de battre Alaphilippe. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, voilà, cette attaque a été déterminante. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est pour ça que je vous fais cette fin de course vue par Kwiatkowski, c'est qu'il y a quand même un moment donné où les poursuivants, les prétendants, là, ont marqué un temps d'arrêt, hein, quasiment. Et c'est ça qui permet à Sagan et Moscon de prendre cette avance qui ensuite ne sera jamais reprise, quoi. Étonnant, hein, étonnant qu'il y a eu un moment d'atermoiement. Mais au final, ça existe, hein, dans les courses cyclistes, ça arrive que les types se regardent un petit peu. Hein. Il me semble que pas plus tard qu'au Tour des Flandres l'autre jour, on avait eu cet exemple d'un Bettiol qui finalement l'emporte alors qu'il y avait 9 secondes à 10 km de l'arrivée avec tous les hommes de derrière, quoi. Finalement, je veux pas te ramener, je veux pas travailler pour toi. Allez, on va dire qu'il y a une forme de plausible dans la manière dont ça s'est passé.
Voilà, donc on enchaînera au prochain épisode avec Flèche Wallonne. Ouais, j'ai ramené Contador, je me suis dit, allez, euh, peut-être que le mur de 8, ça peut l'inspirer. Après, évidemment, il y aura Liège. Alors, c'est très très important, Liège, dans cette saison-là pour nous. Euh, je vais, oui, j'ai la joie de vous annoncer que Liège se passera dans Pro Cycling Manager, dans cette partie-là, se passera sur le parcours 2019. Il y a un, il y a un membre de la communauté qui a fabriqué une version, je dirais, de Liège 2019 sur le forum Groupe Eto. Je l'ai testé, cette version, je l'ai testé plusieurs fois en course simple, là, et honnêtement, c'est tout à fait parfait. Voilà. Ce qu'a fait ce gars-là est vraiment tout à fait très satisfaisant, et du coup, bah voilà, on jouera sur ce parcours-là. Euh, Avant ou après, je peux pas exactement le dire, mais avant ou après, je vous aurais sorti une vidéo sur Liège, évidemment, parce que c'est un sujet qui est supra important cette année pour les gens que les classiques intéressent. C'est quid de Liège-Bastogne-Liège, nouveau profil, on rappelle, hein, avec une arrivée qui n'est plus du tout sur Anse en ayant monté Saint-Nicolas. Non, 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 c'est terminé tout ça, donc vraiment beaucoup de choses à dire. J'en parlerai bientôt. Et puis nous, on aura donc le bonheur de pouvoir jouer sur le nouveau parcours. Je vous dis à très très bientôt. Et puis on aura Nibali aussi, évidemment. Les aventures de Nibali vont reprendre car le garçon est revenu de sa blessure. Là, je crois que c'était aux alentours du 12 avril, vers là. Il est revenu de sa blessure dans la partie. Ouf! Il va pouvoir se préparer un petit peu pour le Giro qui suivra. Je vous dis à très bientôt. Bye. Bye.